Bien le bonsoir. Dans l'actualité, l'importante saisie de drogue au port de Dakar en fin juin. Les Européens impliqués dans l'affaire recouvrent la liberté, une liberté provisoire qui suscite des interrogations. Nous en parlons dans ce journal. Bandia baigne dans une atmosphère dangereuse pour la santé. Les populations qui l'indiquent incriminent la cimenterie du Sahel qui, à leurs yeux, pollue l'environnement. Et comme si cela ne suffisait pas, tentent de les spolier. L'enjeu tourne autour de 236 hectares. Le statut du chef de l'opposition dans le menu des débats de la commission politique du dialogue national. ITV s'arrête ce soir sur la nécessité, la pertinence et l'urgence même de la concrétisation de l'institution. L'invité du vendredi, Mohamed El Adiba, il est le chargé des revendications du Sud-Est Enseignement Supérieur, le syndicat unique des enseignants du Sénégal. Nous aborderons la nouvelle mesure du ministère de l'Enseignement Supérieur. Dorénavant, je vous le disais, tous les bacheliers seront orientés vers les universités publiques, ce après l'échec du choix du privé pour décongestionner l'université. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement. L'affaire de la cocaïne saisie au port de Dakar en fin juin, les 4 étrangers impliqués sont libres. Ils sont de nationalité allemande et italienne, une liberté provisoire qui soulève une série de questionnements, pression sur l'État, traitement spécifique qui exclut les détenus sénégalais pour le même crime. Séléman Diallo et Cheikh Hassan Fall ont tenté d'y voir un peu plus clair. La justice a bel et bien le droit d'accorder une liberté provisoire à qui elle veut, surtout quand des garanties sont proposées. Le fait d'accorder la liberté provisoire à une personne relève exclusivement, en tout cas des prérogatives, soit du procureur de la République ou bien du juge d'instruction. Parce qu'aujourd'hui, si le juge d'instruction ou bien le procureur estime que telle personne doit bénéficier d'une liberté provisoire et que si cette personne aujourd'hui a des garanties de représentation en justice, donc rien n'empêche aujourd'hui le procureur de la République ou bien le juge d'instruction de lui accorder ce qu'on appelle la liberté provisoire. Toutefois, cette liberté provisoire accordée à ces ressortissants étrangers soulève d'autres questions. Maintenant, pour ce cas d'espèce, c'est autre chose parce que nous sommes en matière de crime. Et vous savez, le trafic de drogue aujourd'hui au Sénégal, est devenu un crime. Donc aujourd'hui, il y a de fortes chances de penser qu'il y a eu quand même une pression étatique. Et également, j'aimerais ajouter que nous sommes dans un milieu qui est tout à fait complexe. Parce que le trafic de drogue, c'est tout un réseau. Parfois, il y a des trafiquants, en tout cas, ou bien il y a même des gens tapis dans l'ombre qui peuvent exercer aujourd'hui la pression sur l'État du Sénégal. Une faveur dont n'aurait pas bénéficié un Sénégalais s'il était arrêté en Europe ou même au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, si c'était le cas inverse, si c'était un Sénégalais, parce que le trafic de drogue est sévèrement réprimé en Europe. Moi, d'ailleurs, je me pose même la question de savoir, est-ce que ces ressortissants allemands et italiens, si c'était dans leur pays respectif d'origine, je doute fort qu'ils puissent bénéficier de cette liberté provisoire. Donc, ça aurait été un Sénégalais. Moi, ce gars-là n'allait pas bénéficier de cette liberté provisoire. Ici, on vous attrape avec 5 grammes de cocaïne. Donc, voilà, votre avocat introduit en tout cas une demande de liberté provisoire. Et on lui refuse cela. Arrêté au port autonome de Dakar avec un bateau rempli de près de 2 tonnes de cocaïne, les 4 ressortissants d'origine allemande et italienne ont bénéficié d'une liberté provisoire, une liberté acquise après l'assurance qu'ils restent à la disposition de la justice sénégalaise. Cette marche pacifique à la place de la nation cet après-midi, la société civile à l'initiative dénonce ce qu'elle appelle des abus contre les détenus et exige par la même occasion le respect de la présomption d'innocence. Augustin Mandang, Moustapha Gabar Diop. Acteurs de la société civile, anciens détenus ou membres de la famille de personnes incarcérées, ils étaient nombreux ce vendredi à la place de la nation, tous réunis pour demander de meilleures conditions de détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Ce que nous constatons malheureusement, c'est qu'il y a une absence de volonté politique. Malheureusement, pour justement
l'hébergement, comment dire, les conditions de détention qui sont extrêmement difficiles au Sénégal. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette marche aura donc l'occasion de déclencher une volonté politique au niveau des gouvernants, du gouvernement du Sénégal, et qu'après, il y aura des mesures assez fortes qui seront prises pour qu'enfin les détenus soient mis dans les meilleures conditions. C'est ce que nous souhaitons sincèrement. Au-delà des meilleures conditions de détention, les manifestants exigent la résolution immédiate de la question des détentions provisoires, notamment grâce au recrutement de magistrats en nombre suffisant. Il faut donc que l'État prenne les mesures idoines pour construire de nouvelles prisons, n'est-ce pas, mais également prenne des mesures idoines pour réduire les longues détentions préventives, qui constituent une violation flagrante des droits humains des détenus. Un détenu en détention provisoire est présumé innocent. Le garder en prison pendant des années, le juger, le relaxer ou l'acquitter sans aucune indemnisation est inacceptable. Pour résoudre la question de longue détention préventive, il faut évidemment recruter des magistrats en nombre suffisant, augmenter les cabinets d'instruction et faire en sorte que les chambres criminelles, à l'instar des chambres correctionnelles, puissent fonctionner tous les jours. L'introduction du bracelet électronique fait également partie des solutions proposées par les manifestants, ainsi que l'instauration d'un juge des libertés et de la détention pour faciliter le placement sous contrôle judiciaire. Et puis cette leçon de l'Union des indépendants du Sénégal à la Cour suprême, une leçon de droit, l'UNUS qui avait introduit une requête auprès de la Cour pour annulation justement du contrat pétrolier entre l'État du Sénégal et Petrotim. La suite n'avait pas été favorable et la motivation de la décision ne convainc pas le coordonnateur Amadou Gueye qui entend saisir le Conseil constitutionnel. Barroso Oumar Kane. Faux, le juge de la Cour suprême s'est trompé. En matière de faux, il n'y a pas de délai. Ce sont les mots de Amadou Gueye, coordonnateur de l'UNUS. Il insiste sur la notion de propriété. L'État qui devait poursuivre, attaquer cet acte de faux, ne l'a pas fait. Mais moi, propriétaire concerné, je peux venir devant la chambre administrative de la Cour suprême. J'ai présenté le rapport de l'IGE qui établit le faux et on a fourni tous les documents pour prouver que c'est du faux, que personne jusque-là n'a contesté. Même le président de la République n'a pas contesté le rapport de l'IGE. Le juge ne nous a pas dit que les informations qu'on a apportées ne sont pas acceptées. Il dit que nous ne sommes que des citoyens. Il n'a pas voulu se prononcer sur le fait que nous sommes des propriétaires. Il n'a méconnu nos droits. Or, ce sont des droits constitutionnels. Cela veut dire que nous allons introduire un appel au Conseil constitutionnel. Amadou Gueye et ses amis pensent que les fonds du pétrole ne doivent pas aller dans les caisses de l'État. Les citoyens sont propriétaires des ressources naturelles. Ils sont propriétaires des revenus qui vont être générés par ces revenus. Il est important de savoir que lorsque l'on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, cela veut dire que ça appartient aux citoyens. Ce n'est pas juste une déclaration générale, c'est un principe de droit juridique. Nous avons le droit de demander à recevoir les revenus de ce pétrole et que ça n'aille pas dans le budget de l'État, que ces revenus aillent dans un fonds distinct qui va aller vers les ménages. En attendant l'issue du recours qu'elle compte déposer, l'Union des indépendants du Sénégal invite l'État à rectifier le tir en engageant d'autres concertations sur la gestion des ressources du pays. C'est parti pour un nouvel épisode dans la série de l'affaire Petrotim. Au Barkhane, les populations de Bandia qui engagent un bras de fer avec la cimenterie du Sahel. L'usine est accusée de mettre en péril leur santé et l'environnement. Elles se plaignent de maladies pulmonaires et d'une baisse de la production animale. Par ailleurs, le risque de perdre 236 hectares en faveur de la fabrique les inquiète. Ils ont marché pour justement montrer leur désapprobation sur ces deux points. Mafalfal Ibrahim Kamara. Les populations de Bandia ont battu le macadam pour contester l'octroi des terres annoncé à la cimenterie du Sahel. Nous avons été surpris par un canal de 236 hectares.
On a par la suite découvert que c'est l'État qui l'a octroyé au ciment du Sahel, ce qu'on n'accepte pas du tout. La forêt peut être plus utile. Les marcheurs ont aussi dénoncé les conséquences liées à la pollution que subissent les animaux et les personnes. Au niveau des communes de Sindia, nous avons 45 000 têtes. Nous avons 45 000 têtes de bovins dans la commune de Sindia. La production laitière a baissé de 5 à 1 litre par tête de bœuf par jour. 1 litre. À cause de la pollution, il n'y a même plus d'abreuvoir pour le cheptel. La production de miel a baissé de manière drastique parce que d'une production de plus d'une tonne en 2000, on est aujourd'hui à moins de 100 kg de miel. Et cette exploitation est l'apanage des femmes. Mais vous savez, quand il y a par exemple des dépôts de calcaire sur le couvert édaphique, c'est-à-dire sur les feuilles, les abeilles ne pourront plus se procurer du parfum qu'elles auraient besoin, mais aussi de réaliser en bon escient leurs ruches. Ce qui fait que leur quiétude étant véritablement menacée, alors ces abeilles ont fini par essaimer ailleurs, ce qui constitue véritablement beaucoup de manque à gagner au niveau de ce village. La réserve de Bandia et la forêt classée sont des biens communs, nous disent les populations de Bandia. S'il y a un projet, il doit être d'utilité publique. Si on dit qu'il y a 11 000 mètres carrés dans la réserve de Bandia, alors que cette forêt était protégée par les populations, il est nécessaire d'organiser des audiences publiques pour impliquer les populations dans les décisions. Donc, les marcheurs ont ensuite déposé un mémorandum auprès des autorités locales et promettent une autre étape de leur lutte pour la sauvegarde de l'environnement. Les nouveaux bacheliers ne seront plus orientés vers les universités privées du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur en a fait l'annonce jeudi. Ils seront tous désormais directement inscrits dans les universités publiques. Mission impossible. Impossible aux yeux des acteurs du privé qui relèvent un certain mépris à leur rencontre. Mafal Fall et Maktar Nguer. Et conformément à la décision du gouvernement du Sénégal d'orienter l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les établissements publics. Depuis l'annonce de cette décision du gouvernement, les réactions des acteurs n'ont pas manqué. Ibrahim Omeng est directeur d'une université privée. Son établissement compte des centaines d'étudiants orientés par l'État. Il estime que cette décision de la tutelle est prise sans concertation et qu'elle tente de discréditer le privé. Cette sortie a pour conséquence de rôle privé, les instituts privés de formation, les universités privées. Pour ce qui est maintenant de la relation avec l'État, je pense que nous avons joué un rôle considérable depuis quelques années. Nous avons désamorcé beaucoup de bombes sociales, parce qu'il y avait une surpopulation étudiantine au niveau des universités. Et nous avons réussi effectivement avec ce partenariat public-privé effectivement à désengorger les universités publiques. L'État du Sénégal doit prendre les mesures nécessaires et prendre ça comme un cas d'urgence. Parce que ces étudiants-là ont laissé leur famille, ont laissé leur communauté, ont laissé leurs parents, ont tout laissé pour venir à la recherche de l'espoir et d'un avenir meilleur. Il faudrait que l'État prenne en charge cela et qu'il discute avec les parents, avec les établissements, avec l'UCAT, et aussi les professeurs, les enseignants, qu'on essaie dans un cadre de dialogue, donc d'égal à égal aussi, qu'on puisse résoudre ce problème. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit qu'en fait, lorsque le ministre est venu, le nouveau ministre particulièrement, il a pris sa décision par rapport à... il a décrié un peu ce qui se fait dans les enseignements privés, alors de manière unilatérale d'ailleurs. Donc ceux qui sont dans les acteurs de l'enseignement supérieur privé, se sont offusqués vraiment de sa sortie, qui a été une sortie vraiment malencontreuse, une sortie vraiment déplorable. Donc ce n'était pas la communication qu'il fallait. Et du coup, les conséquences aujourd'hui, c'est que l'État a pris sa décision. Je me demande, est-ce qu'au préalable, il y a eu une concertation? Sur la faisabilité de cette décision, il pense que c'est mission impossible. Ce n'est pas possible.
Parce que les investissements annuels à faire, ce n'est pas en termes de 3 milliards, 4 milliards, 6 milliards, ce que l'État doit au privé, mais c'est en termes de centaines de milliards, périodiquement, régulièrement, sans pour autant avoir une garantie, une certitude, en tout cas, sur la qualité. La décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur m'a beaucoup surpris par rapport à l'orientation de tous les nouveaux bacheliers qui dépassent les 50 000 et quelques étudiants, nouveaux bacheliers, donc dans les universités publiques. Il y a pas mal d'étudiants qui ont abandonné au cours de l'année parce qu'ils n'avaient plus d'espoir dans leurs études, qu'ils n'avaient plus parce que les conditions également ne sont pas adéquates. Ils ne peuvent pas. Voilà, si vous voyez même, il n'y a pas de meilleure, en tout cas, source que de voir ce qui se passe à l'UQAD, de voir par ses propres yeux qu'il y a des gens même qui n'ont pas où dormir, ou voilà, il y a certains même où les classes sont bondées, il y a des conditions misérables que les étudiants ne peuvent plus continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut soit construire d'autres universités, et je pense que le président est en train de faire ça, mais il faudrait encore que nos curriculums reflètent plus maintenant ce qui se passe dans le monde. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, sur les 57 130 nouveaux bacheliers, 52 200 se sont déjà inscrits sur la plateforme Campus M. Le QDPS dit prendre acte et rappelle à l'État qu'il a été demandeur. Selon le porte-parole du cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, chaque partie devra prendre ses responsabilités. Daour Diop qui rassure les étudiants déjà orientés, ils pourront reprendre les cours dès que l'État aura réglé la facture. Écoutez-le au téléphone e-radio de Migui Maram Ndiaye. Nous disons que nous prenons acte de la décision de l'État. Et pour la petite histoire, nous rappelons que c'est l'État qui était demandeur de l'orientation de ces étudiants-là dans le privé. Et maintenant, si aujourd'hui, compte tenu peut-être certainement des difficultés qu'il a pour payer, il prend la décision de ne plus les orienter, encore une fois, nous prenons acte et il reviendra certainement aux différents acteurs que sont les élèves, leurs parents, l'État et nous, établissements privés, chacun en ce qui le concerne, d'en tirer donc toutes les conséquences. Alors, quel avenir donc pour ces étudiants qui étaient déjà orientés dans le privé? Oui, nous tenons à préciser que ces étudiants ne sont pas concernés par cette décision. Hein. La décision, encore une fois, concerne les nouveaux bacheliers pour qui il n'y a pas encore de contrat qui nous lie à l'État. Pour les autres qui sont encore en formation, il y a un contrat qui est en cours et le contrat va continuer naturellement. Maintenant, c'est vrai que en temps, il y a eu suspension des cours. Depuis lors, nous attendons qu'un échéancier nous soit donné par rapport aux 4 milliards que le ministre de l'Enseignement supérieur avait promis donc de dégager. Et jusqu'à présent, on est dans l'attente de recevoir cet échéancier-là pour pouvoir reprendre donc les enseignements. Séminaire gouvernemental aujourd'hui et demain sur des thématiques stratégiques. La rencontre se tient au Palais de la République 2 jours après le premier Conseil des ministres après la rentrée. Donc, il s'agira essentiellement de plancher sur les méthodes d'accélération de la mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent, les réformes institutionnelles et administratives, la gestion budgétaire, la rationalisation de la dépense publique, entre autres questions. Nous y reviendrons. Le statut du chef de l'opposition consacré par la Constitution, les contours de la loi devant le définir est en discussion dans le cadre de la commission politique du dialogue national en cours. Pendant ce temps, la question de l'opportunité, de l'urgence et même de la nécessité se pose. Aux yeux de l'analyste Babacar Dione, l'urgence est plutôt ailleurs. Silignang Babacar Touré. Est-il nécessaire, dans le contexte actuel du Sénégal, de désigner un chef de l'opposition? Le journaliste et analyste politique Babacar Dione plaque son avis. Pour moi, le statut du leader de l'opposition est moins important que le statut de l'opposition dans son ensemble. Parce qu'au Sénégal, déjà, il sera très difficile de choisir quelqu'un en tant que leader pour parler au nom de toute l'opposition. Pour appuyer sa position, l'analyste politique évoque la désorganisation du système partisan sénégalais qui, selon lui, ne facilite pas la possibilité d'un consensus autour d'un seul chef. Et on pourrait dire, lors d'une élection législative, tous les partis devraient participer. Les partis politiques qui n'y participeront pas seront éliminés de fait. À partir de là, on pourrait choisir, à partir d'une dizaine de formations politiques,
un leader, un leader pas, peut-être un statut de l'opposition. Mais choisir quelqu'un, ça peut être problématique. D'autant plus que ça va être très compliqué pour tous les partis de s'entendre autour d'une même question. Si l'idée est de trouver un interlocuteur au pouvoir et un statut constitutionnel, Babacar Dione dit reconnaître la pertinence. Mais l'urgence et la nécessité, il les voit ailleurs. Donc je crois que ce qui est nécessaire, ce qui est opportun, ce qui est urgent à faire, c'est le statut de l'opposition dans l'ensemble des partis politiques, mais pas le choix vraiment d'un leader. Constitutionnalisé par le référendum du 20 mars 2016, le statut du chef de l'opposition vient renforcer celui de l'opposition en général reconnu par la Constitution du 22 janvier 2001. Malgré cette base constitutionnelle, la concrétisation traîne toujours et la désignation d'un chef de l'opposition risque d'allonger la durée d'attente. Le président de la République a présenté ses condoléances à la famille de Ahmed Amar, l'homme d'affaires décédé en juillet dernier. La famille de l'homme salue l'acte. Moustapha Amar est frère du défunt. Ses propos sont recueillis par Cheikh Hassan Fall et Pape Mafal Fall. C'est un acte de grandeur parce que tout le monde connaît les contraintes temporaires d'un président de la République, de surcroît pour un jour ouvrable ou un jour ouvré. Donc s'il a tenu à mettre ses activités de côté pour venir mettre en œuvre sa dimension humaine, c'est un acte que toute la famille salue, que tout le peuple salue, parce qu'en fait, je disais avant-hier à quelqu'un, hier, quand on a eu le message comme quoi le président allait passer, alors j'ai dit, c'est en ce moment que je reconnais la valeur nationale de l'homme qui est parti. Parce qu'on a reçu tous les honneurs, excepté ceux de la nation ou ceux de la personne qui incarne la nation. Donc cet acte du président traduit encore une fois la valeur nationale de l'homme qu'on a perdu récemment. Zimbabwe, Robert Mugabe élevé au rang de héros national par son successeur, le président du principal opposant à Paul Biya au Cameroun. Donc son procès a été ouvert ce matin au Cameroun, puis ajourné, et puis chronique d'un crash annoncé. La deuxième compagnie aérienne de France, Aigle Azur, a supprimé tous ses vols. Hassan Gueye. Une page se referme au Zimbabwe. Robert Gabrout, économique et financière, qui a plongé le Zimbabwe dans une très grande pauvreté. Le procès de l'opposant camerounais Maurice Kamto, ouvert ce vendredi à Yaoundé, a été renvoyé au mois prochain, le 8 octobre précisément, après le malaise d'un co-accusé. Le principal opposant à Paul Biya, arrivé second à la dernière élection présidentielle, est incarcéré depuis le début de l'année. Il doit être jugé par le tribunal militaire de Yaoundé avec 90 de ses partisans pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion. Un rappeur connu pour ses textes vitrioliques contre le régime, ainsi qu'un ancien conseiller économique de Paul Biya comparaîtront aux côtés de Maurice Kamto. Le président camerounais Paul Biya règne dans ce pays depuis 36 ans en maître absolu. Il en est aujourd'hui à son 7e mandat consécutif. La deuxième compagnie aérienne française traverse une très forte zone de turbulence qui pourrait la mener de vie à trépas. Aigle Azur, qui a communiqué sur une dégradation sévère de sa trésorerie, vient d'annuler tous ses vols à compter de ce vendredi sans dédommagement garanti pour ses clients. Le transporteur devra trouver un repreneur ce week-end, en l'absence duquel il va sombrer. Aigle Azur emploie 1150 salariés. Sa flotte compte une dizaine d'avions. En 2018, la compagnie en très bonne santé a transporté près de 2 millions de passagers. Dans les transports aériens, les fautes de gestion se paient cash.
Dans un instant, l'invité du vendredi, Mohamed El Adiba, il est le chargé des revendications du Sud-Est, le syndicat unique des enseignants du Sénégal, donc la branche supérieure, enseignement supérieur. Je vous le disais, tous les bacheliers de 2019, les nouveaux bacheliers donc, seront orientés vers les universités publiques, selon Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Enseignement supérieur, une mesure qui semble mettre un terme à l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements privés. On en a parlé au cours de ce journal. Le ministre a souligné, à l'occasion de sa rencontre avec la presse, c'était hier jeudi, que le gouvernement allait respecter tous ses engagements financiers vis-à-vis de ces établissements privés. Moustapha Gabar Diop, Augustin Mandanga. Le gouvernement du Sénégal a décidé de ne pas orienter les nouveaux bacheliers vers les établissements privés à la rentrée prochaine. Les 52 200 futurs étudiants déjà inscrits seront tous orientés vers les universités publiques. Et conformément à la décision du gouvernement du Sénégal d'orienter l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les établissements publics de l'enseignement supérieur. Ces dernières années, de nombreux bacheliers ont été orientés par l'État vers des établissements privés, faute de place dans les universités publiques. Une coopération qui ne sera pas renouvelée, mais dont les engagements financiers seront respectés selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Le gouvernement a retenu de respecter ses engagements, comme c'est le cas jusqu'au moment où je parle, au plan financier, avec les établissements privés du supérieur qui accueillent des bacheliers que l'État y a orientés. Nous allons aussi continuer au cours de ces 2 prochaines années à solder et à régler les factures des étudiants de 2017 et 2018. Pour permettre aux universités publiques d'accueillir tous les nouveaux bacheliers, le ministre de l'Enseignement s'est engagé à terminer l'ensemble des extensions des universités en cours et de créer 200 nouveaux postes de professeurs. Mohamedou Hadiba, merci d'être avec nous ce soir pour parler de cette nouvelle mesure du ministre de l'Enseignement supérieur. Tout d'abord, comment est-ce que vous l'appréciez en tant que membre du Sud-Est? A priori, dans l'absolu, c'est une bonne mesure parce que depuis des années, nous disons au gouvernement qu'il n'était pas soutenable d'orienter des élèves dans le privé et qu'il fallait un service public de l'enseignement supérieur. C'est ce que nous avons toujours demandé et donc c'est ce qui va être fait. Donc la mesure ne vous surprend pas tant? La mesure nous surprend. Parce qu'elle n'est totalement pas préparée. Elle aurait dû être préparée. Mais c'est une bonne mesure. Donc il faut travailler à la rendre effective et efficace. Mais justement, une bonne mesure, dans quelle mesure justement? Dans la mesure où l'enseignement public, l'enseignement supérieur doit être public. Si on envoie des étudiants dans le privé, normalement, on devrait lancer un appel d'offres, faire un marché public, etc. Tout ça, ça n'a pas été fait. Donc, on ne sait pas dans quelles conditions on a attribué des étudiants au privé. Maintenant, le public est chargé, et le ministère ne s'occupe que du public, ne devrait s'occuper que du public maintenant. Donc, il devrait orienter les élèves dans le public. Et ça, c'est ce que nous avons toujours demandé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les universités sénégalaises sont en surtension. Il faut travailler à construire des infrastructures. Nous demandons ça depuis plus de 10 ans. Ils sont en surtension, ça veut dire qu'il faut également recruter des enseignants. Ça n'a pas été fait. Et malheureusement, les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées par le ministre sont largement insuffisantes. Donc du coup, est-ce que l'État du Sénégal aujourd'hui n'est pas dans l'impasse? D'abord, l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements privés, parce que la question de l'accueil, de la capacité d'accueil se pose, puis l'État bute sur la facture fait machine arrière. Alors, est-ce que du coup l'État n'est pas en train de se chercher? Est-ce que la prise en charge de l'enseignement supérieur est encore dans ses cordes?
Je pense qu'on aurait tendance à dire que les choses ne sont pas faites sérieusement. Donc on a l'impression d'avoir perdu 5 ans. En tout cas, le mandat dernier, on a perdu du temps. On n'a eu aucune construction d'université. On a eu très peu de recrutement. Et la population estudiantine a augmenté parce qu'on est un pays jeune. Donc maintenant, peut-être que le gouvernement doit être sérieux sur l'enseignement supérieur, mettre les budgets qu'il faut, recruter des enseignants, contrôler ce qui se fait. Donc ça, il faut que ce soit sérieusement fait. Donc vous avez le sentiment que c'est une politique plutôt de colmatage. Il n'y a aucune vision, aucune préparation. Malheureusement, oui. Malheureusement. C'est quelque chose qui aurait dû être fait, bien fait, préparé. On veut que les étudiants aillent dans le public. On veut que les universités publiques forment les étudiants sénégalais, mais il faut qu'on nous donne les moyens de le faire. Malheureusement, on ne le fait pas. Est-ce qu'on ne devrait pas justement envisager d'autres schémas dans d'autres pays où l'État s'engage à les accompagner, mais sous forme de prêts qu'ils pourraient rembourser quand ils auront intégré le monde du travail, par exemple? Les pays qui font ça ne s'en sortent pas très bien. Prenez même l'exemple des États-Unis. D'abord, c'est une minorité qui fait des études. En plus, ces gens-là se retrouvent totalement endettés. Et si vous faites des prêts pour des études et que derrière, vous n'avez pas d'emploi ou d'emploi rémunérateur, vous ne pouvez pas rembourser ce prêt-là. Donc ça, c'est un problème. Nous pensons que la solution la plus rentable pour l'État, et on s'en rend compte avec le privé, c'est d'avoir un service public de l'enseignement supérieur. Et maintenant, il y a la concertation nationale sur l'enseignement supérieur d'il y a quelques années qui avait demandé à ce qu'on fasse des instituts, qu'on professionnalise l'enseignement. Rien n'a été fait. La seule chose qui a été faite après la concertation, c'est augmenter ce que payent les étudiants, augmenter les droits d'inscription des étudiants, malheureusement. Donc, si on avait fait ce qu'avait demandé la concertation, construire les ISEC, recruter des enseignants, professionnaliser, etc., on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Malheureusement, on a perdu 5 ans. Alors, l'État revient à la case départ, mais visiblement, rien n'a véritablement pas changé. Alors, comment est-ce qu'on peut justement appréhender cette situation? Il nous reste 1 mois pour travailler avec l'État. Si l'État nous avait consulté, par exemple, en face de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous avez quelque chose qui aurait pu être un campus. C'est là où il y a le GIABA. Il y a une dizaine d'immeubles là-bas. On peut attribuer ça à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, recruter des enseignants. Du coup, on a des infrastructures, on recrute des enseignants, et on peut former plus d'étudiants. Si on prend les différentes régions du pays, on a des camps militaires, on a des endroits qu'on peut donner aux universités pour que tout de suite on puisse enseigner. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut recruter. Et ça, l'État nous propose 200 enseignants de plus. Donc, on est en sous-effectif. Et ça, il faut qu'on recrute aussi. En sous-effectif, combiné justement à ce problème d'infrastructure également qu'il faut souligner. Il y a ce problème d'infrastructure qu'il faut souligner, il faut qu'on y travaille. Et il faut qu'immédiatement, l'État donne des infrastructures aux universités. Premièrement. Deuxièmement, il faut que les constructions soient terminées. Il y a des constructions qui traînent depuis le 2009, à l'université de Ziguinchor par exemple. Il faut qu'elles soient terminées. Une fois que ces constructions-là sont terminées, il faut également de nouvelles constructions. Donc c'est une urgence nationale. Aujourd'hui, il y a des craintes de voir tous ces étudiants, du moins la plupart, versés dans l'université virtuelle. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens justement de les contenir, matériellement parlant? Dans l'université virtuelle, malheureusement, l'université virtuelle n'est pas une solution. Nous avions fait une étude sur l'université virtuelle depuis le début. Il y a des raisons pédagogiques, il y a des raisons cognitives qui font que ce n'est pas une solution pour les primo-entrants de l'enseignement supérieur. Malheureusement, c'est une option politique qui a été prise parce que ça ne coûte pas cher. Malheureusement, c'est une option qui a été prise parce que ça ne coûte pas cher. Le problème est le suivant, c'est que est-ce que l'État du Sénégal veut éduquer ses enfants ou bien est-ce que l'État du Sénégal veut simplement garder ses enfants quelque part? Donc c'est ça la question véritablement. Vous dites que ce n'est pas une solution, mais avec quel argumentaire est-ce que vous soutenez justement cette position? Je suis à l'école normale supérieure. Je peux vous donner des arguments pédagogiques. Je peux vous donner les arguments sur ce qui a été fait partout dans le monde. Je vous en prie. Donc sur le plan pédagogique, nous savons qu'il y a très peu
de personnes qui sont capables de s'autodiscipliner pour faire de l'enseignement à distance. En gros, c'est 10% des gens. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'autodiscipline. On sait que cognitivement, il y a 10% des gens qui y arrivent. Donc ça veut dire que si on met 40 000 étudiants à l'UVS, on n'aura que 10% peut-être qui vont arriver à avoir la discipline. Première chose. Deuxième chose, l'UVS marche avec quoi? Avec Internet. J'ai fait un séminaire d'une semaine à l'UVS. Au siège de l'UVS, il n'y avait pas Internet la plupart du temps. Quelqu'un qui est à Madina Wandifa ou à Fongolimbi, est-ce qu'on peut décemment dire qu'il aura Internet pour travailler? Non. Donc, le pays dans lequel on est tel que ça, ce n'est pas possible. Troisième chose, pour des primo entrants à l'université, il faut un encadrement rapproché. Donc, ça veut dire que si vous dites que les ENO sont la solution, il faudra, dans chaque ENO de ce pays, avoir des gens pour faire l'encadrement rapproché. Ça, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, toutes ces raisons-là font que on peut mettre des gens à l'UVS, on peut y mettre 50 000 personnes si on veut. Mais en fait, on ne pourra pas enseigner. La question est la suivante. Est-ce que l'État du Sénégal veut former sa jeunesse? Donc l'État du Sénégal confronté à ce problème de colmatage qui trouve des solutions ponctuelles, mais jamais des solutions pérennes. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors aujourd'hui, dans l'urgence, qu'est-ce que vous préconisez pour justement sauver ces nouveaux bacheliers? Dans l'urgence, la chose qu'on dit, c'est que premièrement, c'est une bonne décision de les mettre dans l'université publique. Deuxièmement, il faut que l'État trouve des infrastructures et nous avons des propositions de solutions. Le Sud-Est Enseignement Supérieur a des propositions de solutions. Il faut qu'on nous écoute et qu'on donne ces infrastructures-là aux universités. Dans chaque région, il faut qu'on identifie les infrastructures qu'on peut donner tout de suite aux universités. Troisièmement, il faut que les marchés des universités soient faits correctement. Il faut qu'on arrête la corruption dans les universités. Ça, il faut le dire. Parce qu'un amphithéâtre qui n'est pas terminé de 2009 à 2019, on ne peut pas penser que le marché a été fait correctement. Donc, il y a un travail qui doit être fait sur le plan de l'éthique également. C'est sur ces suppositions que vous fondez l'accusation de corruption? Nous disons qu'il y a de fortes présomptions de corruption, premièrement. Deuxièmement, présomption, on est d'accord. Deuxièmement, si on prend le fait d'attribuer des élèves au privé, est-ce que vous avez entendu un marché qui a été passé? C'est de l'argent public. On a donné des milliards à des gens qui n'ont pas été capables de faire le travail. Est-ce qu'il y a eu un marché au préalable? Pas que je sache. Qui n'ont pas reçu leur dû. Non, l'État paie après service fait. En général, l'État paie après service fait. Donc, qu'il n'ait pas été payé, ça arrive. Mais le fait est le suivant. Ils devaient former des gens. Est-ce qu'ils les ont formés? Apparemment. Pas. Ils ont été à l'école. Ils ont été à l'école, ils ont été virés de l'école. Ils ont été pour faute de paiement. Moi, quand je ne reçois pas mon salaire au 10, je peux faire la grève peut-être, mais je ne vire pas mes élèves. Ça, éthiquement, c'est un problème. Très bien. Il faut souligner également que ce n'est pas tous les établissements qui ont pris la mesure. Il y en a qui ont tout de même gardé les étudiants qui ont malgré tout. Pour moi, le problème, ce ne sont pas les établissements. Le problème est le suivant. De l'argent public a été donné à des privés. Est-ce qu'on a respecté le code des marchés? Si on n'a pas respecté le code des marchés, ça veut dire qu'on a violé la loi. Si on a violé la loi, ça veut dire qu'il y a des responsabilités. C'est la même problématique parce que la problématique est la suivante. Depuis 10 ans, on ne construit pas, on ne recrute pas, on met beaucoup d'argent dans l'enseignement supérieur, c'est de l'argent public et cet argent-là n'est pas rentable. Donc, il faut qu'on soit sérieux sur cette chose-là. Pour terminer, j'en reviens à la toute première préoccupation. Alors, l'État avait décidé d'orienter ses étudiants vers les établissements privés parce que la capacité d'accueil n'était pas des meilleures. Aujourd'hui, l'État qui a buté sur une question de facture retourne à la case départ et vraisemblablement rien n'a changé. Alors, comment nous expliquer que ces étudiants qui n'ont pas pu intégrer l'université vont pouvoir le faire parce que l'État n'a pas pu payer? Est-ce que cela ne vous perturbe pas quelque peu? Est-ce que vous êtes en train de dire que l'État n'est pas sérieux dans son... Je suis en train de rien dire, je suis en train de m'interroger et de vous interroger là-dessus. Si vous voulez que je vous dise ça, moi je peux vous le dire. Oui, nous trouvons que l'État, depuis 5 ans, a perdu du temps sur l'enseignement supérieur. Nous espérons que, maintenant qu'il a commencé à prendre de bonnes décisions, il va continuer dans cette lancée. Mohamedou Adiba, vous êtes membre du Sud-Est, le Sud-Est Enseignement Supérieur, syndicat unique des enseignants du Sénégal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. L'invité du vendredi, merci beaucoup. Et nous retrouvons tout à l'heure
Jukkib Khibari avec Sode Diakhoumpa, ce sera le bulletin en Wolof à 23h. Tout de suite, vous aurez IR avec Sophie Abba. Et juste après, il nous inspire l'auteur de la lettre à Élise, le célèbre Beethoven, avec le professeur El Hadji Diouf. Excellente soirée et bon week-end. Demain, et tout le week-end d'ailleurs, 19h45, assuré par Adama Anouchkaba. Bonsoir.